Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 30 mai 2020. Nous serons ensemble pour 1h30, donc jusqu'à 10h30. Alors, vous le savez, lundi prochain, Inch'Allah, donc après-demain, ce sera le 1er juin. Le 1er juin, donc nous le savons, c'est une journée qui coïncide avec la journée internationale de l'enfance. Plusieurs manifestations chaque année donc, sont organisées au profit des enfants. Cette année, ça va être très particulier, comme vous le savez, à cause de la conjoncture sanitaire. Et pourtant, c'est quand même une journée que nous allons marquer avec notre spécialiste maison en psychologie, à savoir Aïda Mechri. Alors, vous le savez, pour donc combattre et contrecarrer la propagation du Covid-19, le port du masque devient obligatoire et bien entendu tous les secteurs mettent la main à la pâte afin d'en fabriquer pour ne pas bien entendu vivre une rupture de masque. Et justement, l'un des représentants du ministère du Tourisme et de l'Artisanat sera parmi nous pour parler un petit peu de cette initiative de la fabrication des masques. Aussi, alors l'une des activités les plus prisées en période de confinement, mais même en dehors du confinement, c'est bel et bien le jardinage. Et bien l'association Torba, qui est une association qui œuvre beaucoup justement pour la propagation et de la culture de jardinage et surtout la consommation bio. Donc les représentants de cette association seront parmi nous ce matin pour nous parler un petit peu de cette activité de jardinage en plein période de confinement. Sinon, d'autres écoles, à savoir des écoles donc, de formation en paramédical. Alors bien entendu, comme vous le savez, les écoles généralement elles ont fermé leurs portes vu la conjoncture actuelle. D'autres écoles n'ont pas tout à fait fermé leurs portes, mais se sont tout simplement approprié les nouvelles technologies afin de faire profiter les étudiants des différents cours, mais surtout de pouvoir finir le programme. Et donc, il y a eu des formations en ligne qui ont été organisées au profit de ces étudiants. Nous en parlerons avec l'une des directrices de l'une des écoles donc, de formation en paramédical. Voilà donc pour cette matinée. Mais avant donc, de retrouver Aïda Mechri, là, je vous propose, alors, vous savez, l'examen du bac est prévu quand même, il a été maintenu pour donc la fin septembre. Les élèves et donc les candidats au bac commencent déjà à préparer leur bac. Bien entendu, beaucoup de stress, notamment le facteur temps qui joue en faveur ou pas en faveur des candidats. Là, on le verra tout à l'heure avec Aïda Mechri. Donc là, justement, Sarah Derber, notre collègue, s'est intéressée au stress le stress de la préparation du bac à travers ce reportage. Et on se retrouve juste après. Un baccalauréat chamboulé, une fin d'année confinée à la maison, autant de causes de stress pour les candidats en classe terminale. Lydia, 17 ans, prépare son bac en filière scientifique, a tourné cette pression à son avantage pour bien se préparer à son examen. Et cela demande une organisation sans faille. C'est vraiment stressant pour un étudiant qui passe le bac pour la première fois en fait, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et surtout le fait que c'est en septembre, ça allonge encore plus notre stress. Je trouve que c'est vraiment dommage de l'avoir allongé. Là maintenant, on peut juste interagir avec les réseaux sociaux, ce qui nous met mal à l'aise en fait, parce qu'on ne peut pas bien s'exprimer, on ne peut pas bien réviser, parce qu'on peut réviser aussi via les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça fait partie vraiment d'un stress énorme pour nous, les bacheliers, de vivre ça. Dans ce genre de situation exceptionnelle, les experts rassurent, il est normal de stresser. Des cellules d'écoute sont mises à la disposition des lycéens, à l'exemple de celles installées par les spécialistes de l'hôpital psychiatrique de Cheraga, à Alger. Ils sont en détresse, il y a même des abandons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un élan qui a été cassé. Donc ce sont des gens éventuellement qui se sont mis dans la tête qu'on va préparer à travailler sérieusement, quoique le bac ça se prépare durant des années. Mais on connaît un peu le rythme des bacheliers, il s'accentue vers le mois de mars, avril, mai pour donner un bon coup de main. Mais malheureusement au mois de mars il y a eu cette coupure et tout, donc ils ont perdu cet élan de travail. Et là ils se retrouvent un peu à patiner. Et bon, on essaye de les aider, mais je tiens à dire que le rôle des parents est très important. C'est-à-dire, lors de cette période de crise, le rôle parental est très très important auprès des enfants qui passent leur bac ou qui ne passent pas leur bac. Les spécialistes préconisent plusieurs moyens pour évacuer son stress. Lydia a trouvé le sien, le dessin.
Je sors dans le jardin, je dessine, puisque c'est ma passion, je lis des livres et je cuisine, j'aide ma mère, j'essaie de faire des gâteaux, j'essaie de faire quelque chose de salé, j'essaie de vraiment faire plusieurs trucs. Donc ça m'aide vraiment à me détendre, ça m'aide à être un peu plus heureuse puisque je sors pas. Un mal pour un bien. Lydia a su tirer le meilleur de cette conjoncture en trouvant le juste équilibre entre révision et détente en attendant le jour J. Et voilà, c'était donc un portrait qui a été dressé à Lydia, l'une des candidates au bac, Inch'Allah, qui va donc se produire fin du mois septembre. Voilà, donc on reste quand même sur toutes ces préparations psychologiques en compagnie de Aïda Mchili. Aïda, bonjour. Bonjour. Ça va Aïda, vous allez bien? Super bien, alhamdoulilah. J'allais vous dire ça, Aïda, mais je me suis rappelé qu'on s'est déjà vu. Oui, mais on va le redire encore. On va le redire encore. Après, fête. on a un mois encore pour le dire. Hein. On a encore un mois. C'est ce qu'on dit. On dit tout le mois de Chouel, on peut se permettre de dire ça. Aïda, tous nos proches, nos amis. Alors Aïda, aujourd'hui, il était question, donc on parle bien entendu de la journée internationale de l'enfance, mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur le portrait que Sarah Derbel justement a dressé à Lydia, l'une des candidates au bac. Et bien entendu, chaque année on en parle et chaque année c'est jamais suffisant finalement d'en parler parce que c'est quand même le bac, il faut dire, c'est un passeport vers l'avenir. Hein, donc automatiquement, c'est un stress. Stress positif ou négatif, mais il est là, il existe, on le vit et pratiquement tous les candidats au bac passent par cette période. Passe par cette belle expérience, c'est épreuve extraordinaire de pouvoir vraiment se lancer à travers un examen et vraiment s'inscrire dans tout ce qui peut être échec, réussite, je peux, je ne peux pas, j'existe, non, est-ce que c'est suffisant ou pas. Toute cette belle expérience, c'est vraiment c'est l'existence finalement. Voilà, avoir le bac, c'est ouvrir vraiment les grandes portes de la vie sur l'université, les études, l'avenir, le travail, le monde, le haut-delà, mais aussi c'est le rêve des parents, comment nous, famille. Et aujourd'hui, vous savez cette parole, pourquoi elle est précieuse aujourd'hui? Parce qu'elle est dans le confinement, dans un contexte là où on a ces élèves, ces étudiants, ils n'ont pas tous les données à leurs possibilités pour pouvoir vraiment s'inscrire et réussir ça. Moi, je dirais, n'hésitez pas à avoir les ressources dans les personnes, n'hésitez pas à trouver le cadre adéquat, dont parler, de chercher à travers les téléséances, les téléconsultations, comme ça, quelqu'un qui pourra vous écouter et vous permettre d'aller au-devant et puis de réussir, avoir cette belle image de réussite pour vraiment l'atteindre. Voilà, mais sinon, Aïda, il faut dire aussi que nous avons un petit peu cette tendance aussi à trop se focaliser sur la réussite. La réussite, il faut que j'ai mon bac, il faut que j'ai mon bac, c'est mon avenir, etc. Et pourtant, il y a des gens quand même qui n'arrivent pas à atteindre malheureusement le bac, ou heureusement peut-être, mais c'est-à-dire, j'ai envie de dire aussi, peut-être s'adresser aux parents, s'adresser à l'entourage du candidat et ne pas faire finalement de l'échec du bac une fatalité et que ça y est, la vie de la personne est finie. Donc, bien au contraire, donc, on a vu un petit peu les plus grandes peut-être réussites dans le monde, ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait des études supérieures. Absolument, absolument. Réussir, c'est vraiment, vous savez, réussir, c'est de pouvoir saisir un tout petit peu tous les côtés négatifs, là où on a échoué, là où on n'a pas su écrire, réfléchir, tout ça, et vraiment le transformer vers un nouveau modèle. Cette technique, c'est vraiment le vrai apprentissage de la vie. Avoir le premier bac, le deuxième, le troisième, c'est l'expérience, avoir cette force de pouvoir désirer et mettre au devant un objectif clair. Je crois que si j'enlève le bac, je mets le permis de conduire pour la voiture, si je mets le projet de la maison, si je mets le projet de mariage, c'est de belles expériences dans le cycle de vie qui vont nous inviter à se projeter, rêver et puis voilà, désirer quelque chose dans la vie. Il faut peut-être encourager nos enfants pour ne pas qu'ils baissent les bras, pour ne pas déprimer, pour ne pas s'effacer, pour ne pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour décider à leur place. Aujourd'hui, permettre à nos enfants de dire, de souhaiter, de rêver d'avoir une voiture quand il sera grand, ça ce n'est pas rien du tout. Mais aussi arriver avec les modules, bac, tout ça, moi je vais prendre ça comme le bon moment, le bon rêve de la famille, parce que ça c'est la réussite de nos enfants restera toujours notre propre réussite. Exactement, exactement.
Inch'Allah. Donc on va souhaiter un bon courage à tous les candidats donc, qui vont s'apprêter à passer le bac. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse que nous avons ouvert cette matinée. Mais sinon aujourd'hui, donc, on va parler de cette journée internationale de l'enfance. Donc une journée qui a été consacrée à l'enfant. On sait c'est juste symbolique, mais l'enfant c'est toute l'année, c'est toute la vie finalement qu'il faut l'encadrer. Absolument, et c'est pourquoi probablement saisir ces moments de fête pour pouvoir vraiment faire le bilan, capitaliser un tout petit peu les expériences, revenir à nos projets pour pouvoir vraiment s'inscrire dans comment on pourra réécrire, comment on pourra porter les slogans, comment on pourra vraiment solliciter d'autres professionnels, comment on peut reconnaître l'effort des professionnels. Aujourd'hui, si on travaille, si on parle de l'enfant, moi je suis très reconnaissante tous les professionnels qui œuvrent pour aider l'enfant, pour soutenir l'enfant, pour apprendre, donner l'apprentissage, le vrai apprentissage, pour soigner. Mais aussi, vous savez, on se rapproche aussi de ces parents qui ont l'art, la manière d'offrir l'amour, d'offrir la joie, cette identité, ces traditions, cette force. Et vous savez, si on parle aujourd'hui de la fête de l'enfant qui réussit, il y a toujours un adulte qui l'accompagne. Un enfant ne vit jamais seul, il n'apprend jamais seul. C'est les parents derrière qui lui ont appris à jouer un instrument, ils lui ont appris à prendre les couleurs et à choisir une couleur, à écouter une note et puis à juger, à synthétiser, à pouvoir réfléchir, à pouvoir vraiment dire les choses. Et vous savez, ce que nous, professionnels, si je me mets de l'autre côté de ces professionnels qui ont beaucoup appris de ces enfants, qui nous ont donné énormément, vous savez, un enfant, on est dans des moments comme ça thérapeutiques, dans des rencontres, dans des moments précieux, on est étonnés de leur retour. Vous savez, nous, il nous semble qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas saisi le but, qu'ils ne savent pas comment vraiment ouvrir. Ce sont dans ces moments qu'on retrouve cette joie, cette force. Ils savent dire les choses, ils savent transmettre l'amour, ils savent vraiment chercher, réclamer. Tu m'aimes pas, tu l'as donné à l'autre, moi j'ai besoin de ça, tout ça. Ça, c'est pas rien du tout. Vous savez, la force d'un grand projet vient de la finesse de ces petits moments là où on peut comprendre qu'on a aidé, qu'on a soulagé, qu'on a levé le voile pour vraiment donner raison à un enfant. On a peut-être pu offrir le statut de victime à d'autres enfants. Et vous savez, là maintenant, quand je vous parle, je suis habitée par la force de tous ces enfants qui m'ont entourée, qui m'ont donné, qui m'ont transmis beaucoup de choses. Et je resterai très reconnaissante à ces petits bambins qui ont su dessiner, chanter, dire les choses. Et puis, ils nous ont permis, nous, professionnels, d'être fiers de pouvoir réaliser le projet. Vous savez, merci à ces parents qui nous ont permis aussi de dire les choses différemment et puis de transformer tout ce qui était théorie dans les livres, les revues, les articles, les chiffres, les statistiques pour dire que c'est grâce à vos mains, votre don, c'est votre manière de dire. Et c'est pour ça peut-être que je m'arrête pour m'incliner, pour saluer, remémoriser ces enfants à leur tête. Melek Ranim, que je salue, une brave championne petite qui est là à émerveiller tout le monde et à sauter vraiment et de réussir. Je pense aussi au petit Samy de la famille Berja, que je salue ses parents aussi, de l'autre côté de la Méditerranée aussi, qui veuillent dans un autre contexte différent de l'Algérie à lui transmettre tout ce qui peut être algérien, kabyle, de notre identité, de notre force. Je crois qu'un enfant pareil avec des parents que je tiens à remercier un peu ses parents, Berja Abdelkerim et aussi sa femme Zahara, qui nous donnent cette joie de pouvoir continuer de souhaiter les bonnes fêtes et puis de partager et puis de sentir qu'on est tous famille, même si on est éloigné par la distance, les écrans, tout ça, mais on est là à se soutenir. Aïdhom Moubarak, si on dit la fête de l'enfance, Aïdhom Moubarak à tous ces enfants qui nous entourent, à la famille Berja tout entière, aux doyens Khalifa Douhamedi Berja qui donne un peu le bonheur à ses petits-enfants dans le contexte de confinement. Là, il donne la joie à toute sa famille. Al-Hidja Berja aussi, d'Orbatash, qui est là à transmettre tout l'amour à ses enfants. Vous savez, nous, si on parle en tant que professionnels, ce sont ces grands-parents, ces parents derrière les larmes de joie
joie qui donne le vrai amour et cette joie de pouvoir vivre vraiment ces moments. Et puis, disons que c'est grâce à ses parents, c'est grâce à ses grands-parents, grâce à la force de ces familles algériennes qui se soudent autour de l'enfant qu'on peut vraiment protéger nos enfants et puis qu'on puisse vraiment aller au-devant pour parler de la réussite et de le contexte de loi qui vient protéger nos enfants, qui leur permet aussi de dire les choses, d'apprendre, de protéger leur scolarité, leur santé et leur épanouissement sur tous les plans. Alors justement, là vous me tendez la perche pour parler un petit peu des parents, parce que vous parlez donc des parents qui vous ont donné l'occasion finalement de vivre ces moments avec les enfants, mais surtout ils vous ont fait confiance, parce que il faut dire quand même qu'être parent, c'est pas venu avoir des enfants, c'est pas venu avec un mode d'emploi, c'est ce qu'on dit toujours. Donc finalement, les parents font beaucoup d'erreurs parfois, ils font de leur mieux. En tout cas, c'est ce qui est sûr. Hein. Donc tous les parents font de leur mieux avec les enfants, donc c'est pas venu avec un mode d'emploi, et donc finalement, les parents apprennent à éduquer leurs enfants avec leurs enfants finalement. Et donc je suppose qu'il serait aussi intéressant de parler un petit peu de la persévérance des parents, parce qu'on a un petit peu tendance à s'impatienter à un moment donné et de dire oui mais moi mon fils ou ma fille ou mes enfants, je leur dis à chaque fois de ne pas faire ça, ils ne comprennent pas. Alors que finalement c'est de longue haleine, ce sont en fait des apprentissages qu'on essaie d'inculquer de longue haleine et ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut beaucoup de persévérance finalement. Et ça me permet de dire, ça sert absolument à rien de grandir les enfants à tort et à travers, de les punir, comme ça on casse quelque chose chez eux. On peut par exemple mettre les limites, mais aussi permettre à nos enfants, dans ce petit cocon là où on se retrouve tous ensemble, de vivre ces moments. Ça sert absolument à rien de se retrouver tous ensemble, mais ne pas avoir ce temps qualité, hein, le temps de qualité, là où on peut partager avec les enfants. Probablement, si vous me permettez, c'est de dire haut et fort à ses enfants, à ses parents aussi, profitez de vivre ces moments. Ils vont grandir, ils vont partir. Nous, il nous semble que derrière les écrans, derrière les activités, tout est important, derrière le travail, les stylos, en cours, tout ça, mais on rate ces moments précieux pour l'enfant. Il faut vivre avec nos enfants ces moments. Ça va partir. Et c'est pour ça que probablement aujourd'hui, non seulement rester avec eux, mais essayer de leur offrir quelque chose de l'ordre de bonheur. Et leur offrir, vous savez comment on le fait à travers des activités qu'on peut vraiment s'inscrire. Ils sont là avec nous, on les nourrit, c'est comme une machine, l'automatisme il a pris le dessus, mais on oublie qu'ils ont besoin de câlins. Ils ont besoin d'une bise pour pouvoir vraiment sentir l'autre. Ils ont besoin d'une protection pour sentir que son père le défend. On ne peut pas permettre à une autre personne de gronder, de vraiment punir notre fils. L'adulte, les parents, ils sont là pour le protéger. Et l'enfant, quand il écoute quelqu'un qui est là pour le protéger, le projette au devant. Il lui permet quand même de vivre beaucoup de choses. C'est des choses très simples. Dire à ses parents de prendre des photos et des vidéos. Vous savez, nous, on loupe l'essentiel, mais ce sont ces photos qui vont revenir à créer un moment précieux quand ils seront grands pour vraiment revivre le cheminement, comme ils ont grandi. On ne se rappelle pas, hein, vous savez, il y a des moments... Ça fait toujours plaisir finalement aux enfants de se revoir étant bébés, de revoir un petit peu leurs petites bêtises qu'ils font quand ils sont petits et ça fait toujours plaisir. Mais aussi ça peut être très thérapeutique. Vous savez, un adolescent peut louper une petite séance de photos pour dire que tu es notre fils, que tu as grandi ici, le don, le papa était là, la maman était là, les grands-parents. Le confinement, que moi je n'oublierai jamais cette belle expérience qui nous a permis de rester seuls dans les activités, dans ces belles expériences. Et l'une des belles expériences aujourd'hui apportées par une maison de jeunes de Bouchaoui, que je salue, monsieur Allawa Abdel Nasser, qui a lancé le projet de petits clowns enfants qui ont conçu leur propre costume, leur maquillage. Ils ont essayé de regresser, de jouer, de trouver ces mimiques dans la parole pour séduire l'adulte. Vous savez, être le clown de l'adulte, vraiment on aime bien, c'est un tout petit peu là-bas. C'est toujours agréable d'être le sourire de l'enfant. Les parents, tout le monde, nous, on est fascinés par un enfant qui commence à parler, un enfant qui fait les premiers pas, un enfant qui joue le grand, là, il commence à guider un tout petit peu les personnes tout autour de lui. Ces belles expériences, des vidéos ou des photos vont nous permettre de garder ça à souvenir, mais pas que ça. Mais c'est vraiment de pouvoir réparer, soit pour nous, adultes et vieux, demain, dans ce qu'on a pu réaliser dans la vie, soit pour ces jeunes qui ont en loupe, vraiment on se projette dans des cycles de vie là où on oublie pourquoi c'est
obligatoire de saluer les grands-parents, de les remercier, pourquoi il faut les reconnaître, pourquoi il faut les féliciter dans les fêtes, pourquoi il faut, parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé, tout ça. Il faut le faire parce que si on compte un tout petit peu tous ces passages de bonheur qu'ils nous ont offerts, comment ils nous ont soutenus, une plante ne grandit pas seule. Voilà, il y a quelqu'un. Voilà. Alors si un geste par an, vous savez, 40 ans comme ça, c'est 40 photos, ça c'est rien du tout. C'est quelque chose qui pourra renforcer ces cycles de vie. Et c'est ça l'identité, c'est ça la vie en fin de compte. Comment on ne peut ne pas déprimer, retrouver ses énergies, retrouver ses forces. C'est si on sait se ressourcer, si on comprend là où on peut retrouver la joie chez un ami. Vous dites très bien, peut-être qu'on peut le retrouver chez des sœurs qui ne sont pas des sœurs biologiques, des amis qui sont là, des parents, un appel téléphonique, tout ça, un lien par rapport aux filles, aux garçons. Moi, c'est pour ça que probablement, au lieu dans des festivités comme aujourd'hui, de parler de tout ce qui peut être chiffres, qui capitalisme, moi, je crois que je peux revenir à toutes ces émotions qui nous ont habités, qui nous ont permis de tenir bon et puis de comprendre qu'on a pu réaliser quelque chose dans la vie. Et justement, Aïda, alors quand on parle des enfants, on parle toujours qu'il faut encadrer les enfants, qu'il faut les accompagner, leur donner la meilleure éducation. Mais il y a peut-être un point duquel nous ne parlons pas souvent, nous n'évoquons pas souvent, c'est finalement de traiter un enfant comme une personne, j'ai envie de dire un être humain à part entière. Ça veut dire qu'il a le droit à la parole, qu'il a le droit de s'exprimer, nous avons le devoir de l'écouter, nous avons le devoir de le comprendre, d'essayer du moins de le comprendre et d'échanger avec lui et surtout ne pas dire c'est un enfant, il ne comprend rien. Absolument. Donc ça c'est quand même quelque chose qui pourrait nuire finalement à la construction de la personnalité de l'enfant, n'est-ce pas? Là vous me projetez dans quelque chose que vit ma société aujourd'hui à travers tout ce qui a été instauré, à travers ces journées. Fêter la journée internationale de l'enfance, 1er juin, mais aussi la journée mondiale de l'enfance et des droits de l'enfant, le 20 novembre, restera quand même des journées phares dans lesquelles on peut revenir à ces droits. On ne peut en aucun cas nier, mais aussi c'est l'occasion aussi de renforcer et de parler de la journée nationale de l'enfant algérien, là où on peut parler aussi de l'enfant algérien dans tout ce qu'il a gagné comme loi de protection de ses droits. Et vous savez, aujourd'hui, les droits de l'enfant algérien, vous savez, on a fait un chemin. Aujourd'hui, comment on peut lui offrir ses numéros verts pour qu'il puisse reprendre, comment on peut vraiment solliciter ces grands professionnels qui sont derrière la protection de l'enfance, comment on peut vraiment revenir à cette parole de l'enfant victime d'abus sexuels, des victimes de maltraitance, victimes aussi économique, voilà, l'exploitation économique. Aujourd'hui, on peut faire travailler les enfants très jeunes et leur priver de cette joie de pouvoir vraiment vivre la naïveté de l'enfance. Il nous semble qu'on est en train de les projeter pour les rendre hommes-femmes demain. Mais attention, si on brûle les étapes de l'enfance, on brûle l'essentiel dans tout ce qui peut nous habiter, nous adultes. Vous savez, c'est l'énergie de l'enfant qui nous habite. C'est nos souvenirs de l'intérieur qui nous permettent de travailler, de donner cet amour à l'enfant. Si on brûle ces étapes, on n'aura plus rien. Il faut revenir probablement à soutenir ses parents, ses professionnels, derrière ce cadre juridique qui protège un tout petit peu tout le contexte, mais aussi de pouvoir fêter avec nos enfants quelque chose qu'ils pourront se rappeler un jour, offrir à leur tour à leurs propres enfants, et puis voilà, faire le relais dans quelque chose qui peut être très algérien. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, Aïda, que l'éducation est un héritage. Donc finalement, généralement, les conditions dans lesquelles nous sommes éduqués, nous sommes élevés, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants, effectivement. Aïda, merci beaucoup pour ces notes positives que vous avez partagées ce matin avec nous. Ce que je dis toujours, Aïda, c'est la positive attitude. Merci beaucoup, Aïda, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on vous retrouvera très bientôt, Inch'Allah, pour une autre thématique. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Aïda. Donc on continue le programme de Bonjour d'Algérie. Alors vous le savez, le port du masque est devenu obligatoire et Yamina Saïdi donc nous fait une petite virée vers du côté d'Oran, donc le ouest du pays, pour voir un petit peu comment le citoyen vit un petit peu cette expérience et comment surtout il s'approprie et il s'approprie carrément le masque comme une culture dans sa vie quotidienne. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après donc pour notre prochain invité.
Quelques jours après l'entrée en vigueur du décret exécutif rendant le port du masque de protection obligatoire, les Oranais, petits et grands, semblent en grande partie se plier à cette obligation comme mesure de prévention contre la propagation du coronavirus. Il faut mettre le masque de protection car le virus continue de se propager. Le port du masque est obligatoire, nous devons respecter les mesures de prévention. Nous devons porter le masque et nous laver les mains. Personne ne doit entrer et sortir sans masque pour se protéger et protéger les autres. Nous allons nous y habituer comme nous nous sommes habitués à mettre la ceinture de sécurité. Le port du masque nécessite avant tout le lavage des mains, mais aussi le respect de certaines consignes. Il existe deux types de masques. Les masques jetables à changer toutes les 4 heures. Une fois le masque usagé, il faut le mettre dans un sac avant de le jeter, car il peut constituer un moyen de transmission du virus. Il y a aussi les masques lavables à laver après chaque utilisation. Pour ma part, je porte le masque depuis 4 mois. Et il ne me dérange pas. Toutefois, il est impératif d'y associer le lavage fréquent des mains et le respect des mesures barrières. Port du masque de protection, distanciation sociale ou le nettoiement des mains. La prévention reste le maître mot pour se protéger soi-même et protéger les autres. Et voilà, donc on l'a bien vu à travers ce reportage de Yamina Saïdi que le citoyen quand même, il s'approprie, se familiarise avec ce nouveau corps étranger, on va dire, qui est le masque qui devient quand même obligatoire parce que vous le savez, pour l'instant, les mesures barrières sont les seuls modes de prévention donc, du Covid-19. Voilà, donc là, nous recevons le représentant ou le directeur central au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, M. Choukri Benzarour. Bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Marhaba bik, Allah yselmek. Alors, M. Benzarour, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, le ministère du Tourisme, bien sûr, a mis la main dans cette campagne de sensibilisation, dans cette campagne aussi de lutte contre le Covid, en partenariat avec les artisans, justement pour la fabrication des masques, n'est-ce pas? Très bien, d'accord. L'artisanat ne peut pas rester à la marge quand l'Algérie a besoin de ses enfants. Donc, dès les premiers jours de la pandémie en Algérie, beaucoup d'artisans à domicile, ils ont initié, ils ont entrepris la fabrication des masques. Aux premières semaines de la pandémie, c'était pas facile de faire sortir au marché les masques, parce qu'il y avait cette crainte que les masques artisanaux n'étaient pas conformes à la norme, ainsi de suite. L'instruction de Monsieur le ministre était d'orienter la production initiale au service de la santé à travers les wilayas, parce qu'il y avait un grand besoin, une rareté des masques et des produits de protection dans les hôpitaux. Donc, quand on a remis nos premières quantités de production au service de la santé, donc la réaction était vraiment que le besoin était énorme. Ils ont rapidement accepté nos produits. Et la demande, après, était plus énorme que les premières quantités. Donc, il fallait organiser cette production. Donc l'instruction a passé au directeur du tourisme et de l'artisanat au niveau des 48 wilayas, ainsi que les 48 chambres de l'artisanat. Les chambres de l'artisanat, donc ces établissements économiques constitués de 2 organes, donc des directions, mais des représentants des artisans. Il y a un président et un bureau. Donc on a discuté et on a lancé une deuxième opération à partir de la deuxième semaine de la pandémie. Donc, c'était la fin de mars. La question principale était comment produire alors que les ateliers des artisans sont touchés par le confinement. Donc, ils n'étaient pas ouverts. Il fallait utiliser la capacité productive qui existait à la maison. Donc, c'était les femmes artisanes que je salue quand même pour leur effort. Alors, j'imagine, elles ont très vite répondu présentes. Hein? Ah oui, dès le premier jour. Et quand on a mis d'accord avec les services de la santé des produits et des normes,
la production a commencé. Nous avons fait les 2 premières semaines 80 000 masques artisanaux et nous avons aussi été sollicités pour la fabrication du camisole parce qu'il y avait un grand besoin et l'artisanat pouvait le préparer très rapidement. Les premiers camisoles et les premiers masques ont été octroyés à l'hôpital de Blida parce c'était le centre de réaction de la santé pour endiguer cette pandémie. Et puis, l'action était dans 8 à 10 wilayas le premier temps. Mais après l'instruction et après l'organisation de notre effort, l'opération de fabrication s'est élargie aux 48 wilayas. Nous avons commencé par une centaine d'artisans à domicile dans la fabrication, dans les 2 premières semaines. Nous avons passé dans les 2 semaines qui suivent à 300, 400 artisans et artisans, couturiers et couturières. Nous avons terminé le mois de mai à 1540 artisans qui ont travaillé durement et gratuitement, bénévolement. Quand même. Ah, bien sûr. Et justement, par rapport à ces artisans, ces artisanes donc, qui ont mis la main à la pâte, qui ont répondu présentes justement à votre appel et à l'appel donc de l'Algérie. Du besoin, voilà, de l'Algérie, donc du besoin d'avoir tous ces masques. Alors justement, ces artisans, ces artisanes, est-ce qu'ils sont tous pratiquement, on va dire, spécialisés dans la couture? Il y a des gens qui se sont reconvertis un petit peu dans leur activité. Écoutez, donc il y a 2 catégories dans la société. Quand je parle des artisans, ce sont des artisans professionnels. Oui. Et ce professionnalisme, c'est ce professionnel qui nous a permis d'atteindre une capacité de production assez appréciable. Voilà. Je vous ai dit qu'on a commencé par 80 000 masques les 2 premières semaines. 80 000 juste les 2 premières semaines? Oui, oui. D'accord. Nous sommes à la fin mai de ce mois, arrivé à produire 3 millions de masques. 3 millions de masques, oui, qui ont été fabriqués par 1540 artisans, mis à la disposition des services de la santé gratuitement. D'accord. Donc la production que vous faites en ce moment des masques en collaboration avec ces artisans, ce sont des masques qui sont destinés juste aux institutions hospitalières. 3 secteurs ont bénéficié de nos masques. Donc, il y a les services de la santé, bien sûr, en premier lieu. Bien sûr, en priorité, c'est normal. C'est notre armée blanche. Oui. Il fallait les équiper, il fallait les soutenir, les appuyer. Oui, ils sont déjà au devant, devant de la bataille. Oui, oui. Mais aussi, nous avons la protection civile, qui aussi... sont devant, effectivement. Et nous avons les corps constitués aussi. Une partie a été destinée au service de la police et de la gendarmerie. D'accord. D'accord. Maintenant, nous sommes devant une 3e phase. Le port des masques est obligatoire. Obligatoire, oui. Les artisans déploient des efforts de bénévolat depuis 2 mois. Maintenant, le besoin est énorme. Donc, nous sommes passés à la commercialisation directe des masques. Donc l'instruction a été donnée à toutes les chambres de l'artisanat et des métiers et les directions du tourisme et de l'artisanat de mobiliser le maximum d'artisans pour la fabrication et de permettre aux artisans de vendre et de mettre à la disposition du citoyen de ces masques à des prix abordables. Nous sommes limités à 40 dinars le masque, selon bien sûr le type du tissu utilisé. Si on utilise le tissu non tissé, celui qui ressemble à celui importé, qui n'est pas très cher, on peut vendre 30 à 35 dinars. Mais si on utilise une qualité supérieure de tissu, épaisse, ainsi de suite, donc peut-être le prix va dévier un petit peu, mais nous restons toujours dans la marge des 40 dinars pour que le citoyen puisse acheter, puisse utiliser. L'autre point fort de la production artisanale, c'est que ce sont des masques lavables, réutilisables plusieurs fois. Donc le coût unitaire va baisser considérablement. Si vous achetez un masque à 40 dinars, si vous l'utilisez une dizaine de fois, donc le prix unitaire baisse jusqu'à 4 dinars la fois. D'accord ?
C'est ça notre appui à la société algérienne et pour endiguer un peu la propagation du coronavirus. Alors cette phase, elle est déjà en cours ou elle est encore en étude? Non, nous avons entamé cette phase juste après l'Aïd. Les premiers masques vendus sont sur le marché. Nous avons deux voies de commercialisation. La première voie, c'est l'utilisation du réseau des pharmaciens. Oui. Donc beaucoup de pharmaciens ont signé des contrats avec les chambres de l'artisanat et ces masques sont déjà vendus. La deuxième façon de vendre, c'est de mettre à la disposition des magasins, des supérettes, des quantités suffisantes pour que ce produit soit disponible et rapproché du citoyen algérien. La problématique qui reste et qui peut freiner un peu notre production, c'est la matière première. Donc je lance un appel à tous les grossistes, à tous les fabricants de matières premières de se rapprocher des chambres de l'artisanat. Le besoin est très grand et cette fois-ci, les chambres achètent le produit pour le mettre à la disposition des artisans pour la fabrication, bien sûr, des masques de protection. Alors, est-ce qu'il y a justement une campagne d'information, de communication pour informer le citoyen peut-être de la disponibilité de ces masques au niveau des pharmacies, au niveau des commerces? Au premier temps, quand on était sur la fabrication gratuite mise à la disposition des services de la santé ou d'autres secteurs, la sensibilisation était pour les artisans pour mobiliser la capacité de production. Maintenant, puisqu'on est passé à la vente aux citoyens, nous avons tracé au niveau du ministère une campagne médiatique très efficace. Nous utilisons tous les moyens possibles. Aujourd'hui, je suis à Canal Algérie et je vous remercie pour cette invitation. C'est justement pour dire qu'il y a des quantités de masques qui existent au niveau des chambres de l'artisanat, ceux qui ont besoin pour les revendre, qu'ils s'approchent de ces chambres. Avant la fin de l'Aïd, nous avons une dizaine d'émissions à la télévision, bien sûr publique, privée, et nous avons fait aussi plusieurs déclarations à la radio nationale, et nous avons demandé à nos directeurs de chambres et du tourisme et de l'artisanat de s'intégrer dans cette démarche de sensibilisation à travers surtout les radios locaux. La troisième voie de sensibilisation, c'est d'utiliser un peu les journaux, la presse écrite, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on est très présent. Donc nous avons 96, une centaine d'institutions sous tutelle qui activent dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autre chose. Donc je peux dire que vous avez utilisé tous les moyens. Bien sûr. De production et de sensibilisation et d'information. Et d'information. Alors, Monsieur Benzarour, pardon, il y a une question quand même que le téléspectateur pourrait se poser, parce qu'on parle toujours que les masques, voilà, ils coûtent 40 dinars, 35 dinars, 50 dinars, et quand on va sur le marché, c'est pas vraiment les prix auxquels nous sommes confrontés. Donc, c'est toujours, les prix sont toujours augmentés. Alors, c'est dû à quoi? D'abord, donc, le fait que le citoyen, quand il va s'octroyer ces masques, il va les trouver toujours plus chers, d'une part, et d'autre part, donc, vous proposez donc ces masques à un prix donc abordable, on le sait, 40 dinars c'est quand même abordable, surtout pour un masque lavable. Donc c'est ce qui va permettre donc à la personne de ne pas trop dépenser par rapport à ça. Mais il y a toujours des spéculateurs, hein, il faut le dire, il y a toujours des gens qui vont profiter de la situation, d'en prendre une quantité, d'en revendre avec des prix quand même exorbitants. Alors est-ce qu'il y a quand même des contrôles qui vont avec Écoutez, donc la réponse elle est plus simple. C'est une question d'offre et de la demande. Nous étions sur la production bénévole. Maintenant, on passe à une production rémunérée pour les artisans. Donc, il faut un peu de temps pour que le marché soit bien approvisionné en cette matière de masques. Je pense que la période de l'Aïd nous a un peu perturbés parce que
grande partie des fabricants de masques artisanaux, ce sont des femmes. Se sont arrêtés finalement. Se sont arrêtés pour fabriquer des gâteaux. Nous avons mis le paquet pour revenir à la production dès le jeudi passé. Notre grand souci, c'est l'approvisionnement en matière première. Si on arrive à avoir les tissus nécessaires, nous avons dans notre capacité 75 000 artisans et artisans couturières. Nous n'avons utilisé. Et qui sont prêts à collaborer. Oui, nous n'avons utilisé que 1500. D'accord. Si on arrive à utiliser 30%, 40%, je vous assure, on pourrait même envisager l'exportation des produits de masques. Mais avec 75 000 artisans, bien sûr. C'est très probable. Et dans l'artisanat, qui est un secteur qui emploie beaucoup de la main-d'œuvre, n'oublions pas ça, chaque atelier emploie 4 à 5 personnes. Donc nous avons une capacité, un potentiel, je dirais un potentiel de fabrication qui est énorme. On peut avoisiner 200 000 employés fabricants dans tous les ateliers. Je pense que si tous les ateliers travaillent avec une grande capacité, le marché sera inondé en masques, mais à condition que l'approvisionnement en matière première soit disponible. Pourquoi j'insiste sur la matière première? Parce que l'approvisionnement, le tissu est importé. Et maintenant, l'importation, chaque pays met des barreaux pour garder ce qui existe. Mais une fois que la production mondiale revient, donc je pense qu'on arrivera à fournir le marché algérien en masques en quantité suffisante. Autre remarque. Vous voyez que la propagation de la pandémie se décélère ces 3 derniers jours. C'est un bon signe. Et donc l'utilisation des masques, la vente des masques sur le marché a quand même, avec les autres bien sûr mesures prises par le gouvernement, donne ses fruits. Donc toujours on lance l'appel aux Algériens de porter le masque pour continuer dans cette perspective d'éradication de pandémie. Qui nous donne espoir, bien sûr. Il faut le rappeler à chaque fois que le port du masque est devenu obligatoire, donc pour tous les citoyens, surtout dans les endroits publics. Alors justement, Monsieur Benzarour, les artisans, alors il faut dire que les masques donc répondent à des normes bien particulières, donc de protection. Alors on l'a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, dans toutes les campagnes de sensibilisation, comment porter un masque, comment l'enlever, toutes les mesures qu'il faut prendre en considération, quels sont les bons masques, les mauvais masques, les différents tests, etc. Et justement, donc là, vous avez fait appel quand même à une main-d'œuvre, comme vous le dites si bien, professionnelle. Alors, est-ce que cette main-d'œuvre a été encadrée justement pour respecter ces normes de production de masques en tissu? Tous les producteurs de masques artisanaux sont liés à la Chambre de l'artisanat et des métiers. D'accord? C'est un réseau lié à la Chambre. Et dans la Chambre, j'ai dit qu'il y a une direction, donc une administration et les élus. Donc, tous les jours, on passe voir notre réseau à travers le directeur de la Chambre, les employés de la Chambre et les représentants des artisans. Donc, dans chaque chambre, il y a une vingtaine de personnes qui activent sur le terrain. Avant de partir sur le terrain, donc les orientations ont été données à ces personnes-là pour que notre réseau respecte les normes. Nous travaillons avec un protocole élaboré par le ministère de la Santé, qui a fixé 5 ou 6 critères pour ces masques grand public. Nos masques ne sont pas des masques médicaux, d'accord? Oui. Ils ne sont pas destinés aux médecins qui sont dans le bloc opératoire où la charge virale est très grande. Donc, très importante. Non, nous sommes dans les masques pour l'utilisation grand public. À titre préventif. Oui, à titre préventif, mais pour casser cette chaîne de propagation. Donc le port de masque artisanal peut diminuer à 95%. J'ai vu ça sur des publications scientifiques. Donc si je porte le masque et vous portez le masque, donc c'est plus de 80%. Finalement, 1,5% de chance de capter le virus. Voilà. Ça c'est la première. Deuxième chose, nous respectons à la lettre les orientations du ministère de la Santé. Donc, la première norme du masque artisanal, c'est un tissu de 20 x 20. Nous utilisons le tissu 20 x 40 cm.
Ah, quand même. Bien sûr. Doubler carrément le... Pour minimiser le risque. Et nous utilisons différents types de tissus. Si le tissu est de moindre qualité, donc c'est le double de l'épaisseur. Si nous utilisons un tissu épais, donc c'est 20 fois 20. Donc nous avons demandé à tous les chambres de l'artisanat de ne jamais... Parce que c'est la chambre qui achète le tissu, de n'acheter pas le tissu qui met des irritations ou... il ne faut pas, par exemple, des tissus synthétiques il faut éviter tout ça. Des tissus en coton, finalement. Et même, il y a des chambres de l'artisanat qui n'ont jamais utilisé le tissu, mais ils ont utilisé le tissu non tissé. Celui qui est utilisé dans la fabrication des masques médicaux, qui existait sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de grossistes qui n'arrivaient pas à écouler au premier temps le tissu non tissé. Personne ne l'utilisait, parce que c'est du jetable, d'accord? Donc, il y a beaucoup de grossistes qui nous ont mis à notre disposition ce type de tissu. L'autre norme que nous respectons, c'est que la superficie du masque, avec les 3 plis, obligatoire, doit couvrir le menton, la bouche et le nez. Et je pense que ces normes sont réellement respectées sur le terrain et les citoyens peuvent utiliser ces masques sans crainte. Voilà, merci beaucoup M. Zahrour. Peut-être qu'on va terminer sur un dernier mot. Je dirais que l'initiative des artisans au premier temps, malgré qu'on n'avait pas ces normes de fabrication, ils ont fabriqué sans avoir cette crainte. Donc, si on change la façon dont on voit la production algérienne, on pourra y aller très vite. Le masque algérien, made in Algeria, c'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi pas ne pas réaliser d'autres produits? L'artisanat, c'est une économie de base, il faut la soutenir, il faut l'appuyer, et elle pourra appuyer notre économie d'une façon très considérable. Voilà, merci beaucoup M. Chokri Ben Zahrour d'avoir été parmi nous ce matin. Alors je rappelle, vous êtes le directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat et du Travail familial. Donc vous nous avez parlé aujourd'hui de la contribution du ministère pour la fabrication des masques. Alors même si le masque est protecteur, même si il y a une fabrication des masques, mais on terminera toujours par dire, même si vous n'avez rien à faire dehors, restez quand même chez vous. Respecter les autres barrières, les autres mesures barrières, l'hygiène, la distanciation sociale, parce que le masque à lui seul, si on ne respecte pas quand même les autres mesures, comme si on n'a rien fait finalement, donc c'est un tout. Voilà, donc finalement, si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, il vaut mieux rester chez soi. C'est la meilleure façon finalement de casser la chaîne de propagation. Merci encore une fois, Monsieur Ben Zahrour, d'avoir été parmi nous, et on vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Voilà. Donc on continue avec le programme de Bonjour d'Algérie. Là, comme je le disais en début d'émission, en ces temps de confinement, l'une des activités les plus prisées par les personnes qui vivent cette expérience, c'est le jardinage. Alors là, je vous propose de voir ce reportage signé Amel Bouhakba et on se retrouve juste après. Thérapie pour certains, véritable passion pour d'autres, le jardinage reste pour beaucoup d'Algériens la meilleure façon de s'occuper en ces temps de confinement. Ces visiteurs semblent trouver leur bonheur dans cette pépinière qui offre une grande variété de fleurs, de plantes et d'arbustes. Mes enfants, ça fait quand même plus de 2 mois qu'ils sont confinés à la maison. Ils ne sont pas sortis. Ils ont grandi à la maison, et j'ai réfléchi quelle est la meilleure solution. Je les ai fait sortir pépinière. On a fait journée pépinière. Aujourd'hui, j'accompagne mon père pour choisir un arbre à planter chez nous. J'adore le jardinage et tout ce qui s'y apporte. C'est une bonne chose et c'est mieux que de perdre son temps devant la télévision ou autre. Avec le confinement, l'envie de jardiner a explosé et les amoureux des plantes sont de plus en plus nombreux. Selon le gérant de la pépinière, pas besoin d'avoir la main verte pour se rapprocher de la terre. Les gens accordent beaucoup plus d'attention à leur jardin en cette période de confinement. Ils profitent de leur temps libre pour embellir leur jardin ou leur balcon. Beaucoup de personnes restent cloîtrées chez elles et ne savent quoi faire.
Elles se sont donc mises au jardinage. C'est une bonne chose. Elles restent chez elles, se protègent et protègent autrui. Avec le coronavirus, beaucoup de personnes ne savent plus quoi faire. Elles se mettent donc au jardinage. Une de mes connaissances a réaménagé tout son jardin, qui était à l'abandon depuis 40 ans. Le confinement a donc permis à certains de retrouver la joie du jardinage et à beaucoup d'autres de découvrir de nouvelles passions. Alors voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors je le disais, je le redis toujours, donc le jardinage est l'une des activités les plus prisées en ces temps de confinement. L'association Torba qui a toujours œuvré pour la propagation donc, de la culture du jardinage, mais surtout la culture de la consommation bio. Nous avons deux représentants ce matin pour en parler, à savoir Madame Fatiha Ben Salem, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentante donc, de l'association Torba. Je suis adhérente à l'association Torba et enfin je suis avec eux depuis à peu près 3 ans parce que j'adore jardiner, donc c'était l'occasion pour moi de. Voilà, alors on va revenir justement à cette belle passion d'ailleurs. Et parmi nous également M. Karim Arhal qui est représentant de l'association Torba. Bonjour. Bonjour. Marhaba bikoum. Alors l'association, bien entendu, elle est plus à présenter à présent parce que c'est une association qui est active depuis quelques années. Pour surtout, moi je dis toujours, quand j'entends association Torba, c'est toujours consommation bio finalement. C'est vraiment revenir, saine, voilà, c'est vraiment revenir à ces belles pratiques de consommation, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc on s'intéresse à la santé et on s'intéresse aussi au bien-être du citoyen et des citoyennes, c'est-à-dire on leur propose des activités de jardinage, de se rapprocher du monde végétal. Qui est un monde apaisant et voilà, donc c'est tout un... Alors, Monsieur Al-Hajj, je me rappelle quand même il y a quelques années de cela, je suis venue dans votre quartier avec Hani, qui est mon fils d'ailleurs, et vous aviez vous-même, donc avec les enfants du quartier, vous avez initié une très belle initiative au profit des enfants. Alors, je voudrais bien que vous en parliez. Elle y est toujours en cours, oui. Donc, on a un petit quartier... ces 3 immeubles, voilà, dans une alors cité quand vous avez habité, c'était 0 espace vert, je me rappelle. 0 et voilà. là, on a des bacs qu'on a installés, on fabrique nous-mêmes notre propre compost. Oui. D'ailleurs, vous allez voir des photos que j'ai ramenées. Et on fait surtout des petites plantes genre condiments, nana, qsbour, madnos, shlada. On fait un peu de salade, d'oignons. Enfin voilà, donc on fait des choses. Et les voisins sont très, c'est-à-dire ils ont appris à. Ils viennent se servir, ils viennent participer, voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que vous faites participer les enfants avec vous. Donc les enfants. Très belle initiative finalement de leur inculquer. En les invitant à mettre la main à la terre, ils respectent encore mieux le jardin. Voilà. Effectivement. Ouais. Alors justement, en ces temps de confinement, alors il faut le dire, pratiquement tous les jardins sont fermés, donc là où on peut finalement s'extérioriser un petit peu avec le jardinage, tous les espaces sont fermés et pourtant, donc vous-même, vous avez initié encore une fois cette belle pratique, cette belle passion au niveau, donc en plein période de confinement, n'est-ce pas? Oui, nous sommes à la ferme pédagogique de Zeralda qui nous a permis de pouvoir continuer à aller travailler dans nos espaces. Au début, c'est vrai qu'on était un petit peu perplexe parce qu'on ne savait pas très bien comment il fallait gérer la situation. Nous avons fini par nous entendre avec les responsables de la ferme et donc de faire un planning de présence pendant la semaine parce qu'on ne peut pas être tous là-bas. Donc on a fait un planning de 10 personnes par jour qui pourraient aller chacun travailler dans sa parcelle. Bien sûr, on a instauré le port du masque bien avant. Donc, ça a commencé dès le début. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, même si on est loin les uns des autres, mais le port du masque était... Là, nous sommes justement en train de découvrir quelques photos
de vos activités? Au niveau au niveau de la ferme. Donc chacun travaille sa parcelle. Et cette manière nous a permis de pouvoir reprendre nos activités. On s'est arrêté une petite semaine, hein, mais on était quand même un peu triste parce qu'on a laissé beaucoup de choses. C'était une période de transition entre les légumes de printemps et il fallait quand même semer, préparer l'été. Donc il fallait quand même qu'on aille faire notre cueillette des légumes de printemps et préparer les plants pour l'été. Donc, si on n'aurait pas pu le faire de cette manière-là, ça aurait été une catastrophe, enfin, pour nous. Certainement. On le dit toujours, donc les plantes, il faut s'en occuper. Hein. Voilà, donc, si elles ne poussent pas seules, il faut toujours s'en occuper. Abandonner les jardins en pleine période comme ça de transition entre deux saisons, c'était quand même un peu triste. Mais bon, heureusement qu'on a trouvé des solutions de cette manière-là, on peut continuer à travailler. Alors là, on est en train de découvrir une photo peut-être du compost que vous faites au niveau de votre quartier. Donc, ça veut dire le compost, c'est pas de la terre, c'est les déchets végétaux, enfin les déchets de cuisine que l'on transforme en terreau, en compost. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà, là, ça se voit bien. Déchets, voilà. Qu'on mélange avec de l'herbe sèche ou avec du gazon ou de la paille. Et ensuite, au bout de 3 mois, ça donne un genre de terreau qui devient fertile, qui permet donc aux plantes de mieux pousser, quoi. Donc quand on revient à la consommation saine que vous défendez d'ailleurs à travers votre association, on voit que le compost est 100% naturel, donc il n'y a pas finalement recours à tout ce qui est produits chimiques. Non. À la maison maintenant nous avons tous 2 poubelles. Hein. Il y a la poubelle du compost et la poubelle des autres produits. Peut-être ordinaire ou recyclable par la suite. Et en plus, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup moins d'ordures à donner à Netcom, hein, parce que le reste, il va au jardin. Et c'est bénéfique pour la terre. Et puis, paraît-il, le compost, même pour les odeurs, ça donne une très bonne odeur par la suite. Parce qu'il y a quand même... C'est l'odeur de la forêt, c'est l'humus végétal des feuilles qui se décomposent et ça donne l'odeur de sous-bois. Voilà. Mais sinon, pour revenir un petit peu à votre organisation, donc au niveau de l'association, pour pouvoir vous occuper du jardin, donc là, madame, vous avez évoqué que vous étiez peut-être une dizaine de personnes par jour. Vous vous organisez comment pour pouvoir accueillir ces 10 personnes par jour? C'est-à-dire la ferme s'occupe de la ferme est fermée au public, mais d'habitude elle est ouverte au public. Il y a des visites, ils organisent même des visites des écoles, des enfants des écoles. Il y a même des expositions, des salons qui sont des ateliers, des marchés, il y a des marchés d'artisanat, etc. Et maintenant toutes ces activités sont à l'arrêt. Il reste que le jardinage, on a de la chance d'avoir pu négocier ça. Et donc le gardien, il a une liste en fait de personnes à recevoir. Et donc, il ouvre aux personnes et les gens ne vont pas forcément à la même heure. Chacun va à l'heure qui lui convient et travaille le nombre d'heures qu'il peut. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire marcher les choses. Donc, j'imagine que pour l'organisation, cette fois-ci, vous ne pouvez pas emmener avec vous d'autres personnes pour les initier comme vous le faisiez à chaque fois. On l'a fait, oui. On avait même le Torba Junior. Il y avait aussi une journée par mois, je crois, pour les enfants qui pouvaient venir apprendre les graines, le nom des graines, le nom des légumes, planter, etc. Et ils étaient très contents aussi. Donc là, on est obligé d'être seul, on est confiné, même si on est à plusieurs. En attendant que cette crise passe, j'imagine, après vous allez reprendre vos activités normalement. Et donc le planning, il est mis sur une page sur Facebook que nous avons, et comme ça, les personnes savent, c'est eux qui proposent les journées qui les arrangent, et ils ont le planning et ils peuvent aller selon le tour de chacun. D'accord, mais sinon vous avez planté quoi dans vos jardins? Maintenant, c'est les légumes d'été, c'est les tomates cerises, les haricots, les courges, les citrouilles. On adore ça, on est fan des curcubitacées. Donc, chacun ramène ses graines, des trucs qui soient plus ou moins originaux. Et voilà. Donc, finalement, vous ne partez plus au marché? Presque pas. Moi, je ne vais plus au marché. J'ai mes herbes, j'ai mes légumes, je consomme ce que je produis. Mais ça change en matière de goût, Absolument, oui, absolument. Ça a un autre goût, on découvre le bon goût des choses. Voilà. Mais sinon, vous nous rappelez juste votre page Facebook pour que les gens peut-être puissent... on a la page officielle, c'est Collectif Torba. Voilà. Et on a d'autres pages qui sont pour les adhérents, voilà, spécifiques, comme les jardins partagés. Les jardins partagés, les adhérents Torba, les jardins partagés de la ferme. Donc, ils peuvent rentrer dans la ferme pédagogique et ils peuvent trouver les jardins partagés où ils peuvent voir un peu tout ce qui se passe. Mais sinon, pour peut-être initier les gens au jardinage en ces temps de confinement, même au niveau de leur balcon, donc on voit quand même qu'il y a un intérêt, on le voit à travers les réseaux sociaux, qu'il y a un intérêt pour le jardinage, que
rien qu'en pot, hein, dans les balcons, pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des jardins. Moi j'ai commencé comme ça, hein, dans le balcon. Alors justement, à travers vos initiatives, à travers vos pages de réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quand même une orientation, des conseils que vous pourriez donner, peut-être des vidéos? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens ou des initiatives qui ont déjà été faites dans ce sens? Bon, disons que on avait l'habitude de faire des formations. On faisait une formation par mois d'une journée, donc de sensibilisation à l'agriculture urbaine. On a eu beaucoup de monde. Et là, avec le confinement, donc de toute façon sur Internet, c'est vraiment très développé. Difficile. Non, ah, d'accord. c'est très développé. On trouve beaucoup de sites. On trouve beaucoup de choses sur YouTube. Et nous, on va lancer, Inch'Allah, des cours par Internet. Voilà, des visioconférences. Ça a commencé déjà. Et on va faire des films, des vidéos en arabe, bien sûr. Sur comment faire son petit jardin, comment aller à l'autonomie alimentaire, comment s'occuper de sa parcelle, quoi planter. Comment planter surtout. Voilà. Les saisons, parce que les gens, vous savez, même d'un certain âge, hein, j'étais étonnée par rapport aux gens qui sont avec nous dans les jardins, qui ne connaissent pas les saisons des légumes. Donc ils ramènent des plants en pensant qu'ils peuvent planter telle ou telle chose. Ils disent non, c'est pas la saison. C'est un peu la commercialisation aussi qui a fait que les saisons ont changé. Parce que les tomates, par exemple, on les a tout au long de l'année, les poivrons, on les a tout au long de l'année. Donc c'est un petit peu chamboulé la culture elle-même. On trouve toute l'année maintenant toutes sortes de choses, mais les goûts sont différents. Moi je pense qu'il faut quand même sensibiliser les gens par rapport à ça. Quand vous achetez des poivrons en hiver, ça n'a pas le même goût que le poivron d'été qui a mûri au soleil quand même. Et la tomate c'est pareil. La tomate maintenant vous l'achetez, elle n'a aucun goût. Hein. Si vous ne l'assaisonnez pas bien, bon. Alors qu'en saison, vous la dégustez comme ça sans rien et elle a quand même... beaucoup de goût, quoi. Et puis il y a aussi là c'est une photo. Attends, je vais revenir à ma question. C'est une photo du groupe. Ça c'est une photo du groupe. Ouais. Oui, ça c'est un groupe de l'association Tolba. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. C'est lors d'une réunion. Ça. Ah, c'était une réunion. Vous êtes Outlet Fayette, c'est ça? Fayette Club. Oui, bon, c'était... C'est à Fayette Club, oui, voilà. On me confirme qu'elle a été piquée de votre site, finalement. D'accord. Oui, voilà. Donc, je reviendrai à ma question. Vous parliez donc des légumes qui devraient être donc, plantés dans leur saison et cueillis donc, à temps voulu, mais il y a aussi la façon avec laquelle on s'occupe et puis les produits qu'on utilise. Vous allez vers donc, le compost bio, comme on a vu, naturel, et donc tout ça aussi, ça joue sur le goût. On n'utilise aucun produit chimique, d'ailleurs, c'est interdit par c'est interdit par l'association. Même les soins, quand on a des parasites ou autres, il y a des soins aussi qui sont naturels, avec des produits naturels, entre autres les décoctions d'ail et d'ortie, etc., qui soignent les parasites. On a aussi des parasites, on a des maladies qui peuvent intervenir, mais il faut surveiller, il faut traiter rapidement pour avoir un résultat quand même optimal. Voilà, au moins, oui. Voilà. Ce qu'on souhaite en tant qu'association, c'est vraiment de se rapprocher du citoyen et surtout des cités. Donc on lance un message dans les cités, si vous avez un petit morceau de terrain en face des immeubles, qui n'est pas utilisé généralement. Qui n'est pas utilisé, voilà, même abandonné. Là, on est prêt à venir, donc vous nous contactez, on peut vous former, on peut vous accompagner, on peut vous montrer comment reverdir un petit peu, mettre en valeur les cités. Parce que c'est quelque chose qui est possible, qui a beaucoup maintenant c'est quasiment à la mode dans le monde. On appelle ça l'agriculture urbaine. Et on peut améliorer la qualité de vie du citoyen par rapport à ce qu'il vit autour de lui, à ses occupations, et aussi par rapport à ce qu'il mange. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir aux séances de formation en virtuel que vous comptez donc lancer prochainement. Alors, quelles sont les personnes qui sont concernées par ces formations? Alors, est-ce que tout le monde donc, peut en bénéficier? Comment vous comptez un petit peu organiser les choses par rapport aux inscriptions, par rapport à l'information? Bon, ça, je ne connais pas le détail technique. Je sais que c'est en préparation. Mais toute personne qui voudrait s'initier à l'agriculture urbaine ou la permaculture, voilà, il peut nous contacter.
Pour l'inscrire. Voilà, c'est par un jeu de questions-réponses. Voilà, donc les motivations, est-ce qu'ils veulent faire, bon, parce que parfois c'est pas juste faire ça une fois et puis bon, c'est bien de rester dans la continuité. C'est surtout. Voilà, une plante, il faut vraiment, comme vous dites, dans la continuité, parce que si on plante et après on va et on oublie. Alors vous avez déjà les premiers inscrits, hein, ils sont en régie. Alors, je ne fais que transmettre. Hein. Il faut venir nous voir là-bas, il faut venir. Comme ça, vous allez voir sur place les belles choses et vous pouvez même partir avec les bras chargés de bonnes choses. Surtout, très généreuse l'association, finalement. Alors justement, une fois qu'Inch'Allah on va dépasser un petit peu cette crise sanitaire et qu'on va revenir un petit peu à la vie normale, donc vous comptez reprendre les formations mensuelles que vous faisiez auparavant? Tout à fait, bien sûr. Ça fait 5-6 ans que... On a formé sur ces 5 ans quasiment 700 personnes. Ah, quand même. Dans la wilaya d'Alger. On a été invité aussi dans d'autres villes, Mostaganem, Tizi Ouzou. Voilà, donc on est tout à fait partant pour toucher le plus grand nombre et surtout les jeunes, parce que les jeunes, ils n'ont pas cette tendance parce qu'ils sont nés plutôt en ville. 70% des jeunes vivent en ville, donc il y a une rupture avec la nature, finalement. Voilà, tout à fait. Donc, pour préparer l'avenir, on aimerait bien justement donner ce goût-là aux jeunes générations. Voilà. Mais sinon, pour terminer, j'imagine que le jardinage n'a pas que pour résultat une consommation saine, mais ça joue aussi sur le moral, sur la santé, sur le bien-être. Moi, j'ai pas, en tout cas, je parle de mon expérience, j'ai pas senti du tout le confinement. Parce que j'avais mes 2 journées par semaine où je devais aller au jardin. Je travaille toute la journée. À 15 heures, on est obligé de quitter les lieux. Donc, on ne sent pas du tout le temps passer. On oublie ses soucis, son stress. Donc, c'est tout bénéfice. Voilà. C'est vrai que, alhamdoulilah, c'est-à-dire que les gens qui se rapprochent de notre association Torba, ils sont vraiment reconnaissants qu'ils aient l'opportunité de renouer avec le monde des plantes, la nature. Voilà, donc on est vraiment heureux de cette expérience. C'est parfait. Et puis c'est une expérience qui est toujours en cours et qui va continuer, Inch'Allah, dans l'avenir. Medabina, c'est une expérience qui va toucher tous les citadins, tous les urbains, parce que, je veux dire, c'est impossible de vivre qu'avec du béton. Je veux dire, la vie devient complètement différente. Effectivement. On se déshumanise quelque part. Alors qu'en renouant... Parce qu'il n'y a pas que le côté plante, il y a aussi le contact humain. C'est-à-dire que faire du jardinage ensemble, c'est discuter, c'est échanger, c'est vraiment très riche. On faisait même des pique-niques quand on pouvait encore le faire. Oui. On avait vu une photo qui était passée tout à l'heure avec un couscous, je crois. Je sais que c'était un couscous noir, mais j'avais pas le temps de voir. C'était quoi comme céréales. Il y a des vendredis comme ça où chacun ramène son petit quelque chose et on partage. On fait une grande tablée, on fait un pique-nique entre deux séances de jardinage. Et c'est très agréable ce partage-là justement aussi. Et c'est les produits du jardin, nos petits pois pour faire un bon msfouf et tout ça. Donc voilà. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, d'avoir partagé un petit peu aussi ces notes positives et puis ces idées, pourquoi pas, donc de revenir un petit peu à ce jardinage urbain, comme vous le dites si bien, donc l'agriculture urbaine. On va peut-être se quitter sur un dernier mot. Merci. Moi, j'aimerais bien que les APC soient sensibles à ça et qu'on voudrait demander, je sais qu'on avait déjà essayé de demander des espaces et qu'ils adhèrent à cette idée-là et au lieu de laisser des espaces en friche, c'est de pouvoir permettre à des jeunes de développer ce genre de jardinage. Moi, je crois que les APC sont très ouvertes à ce genre de propositions. C'est justement à nous de le faire, c'est-à-dire aux citoyens. L'association Torba a déjà préparé un dossier officiel pour pouvoir concrétiser ce genre de projet. Donc il suffit de trouver un endroit plus ou moins abandonné où on puisse, qu'on puisse intervenir.
Et je pense que c'est par l'expérience individuelle, par les initiatives individuelles qu'on peut réussir ce genre de projet. Quand l'APC voit que les gens sont partants, voilà. Et ils acceptent donc de céder à titre provisoire. C'est vrai que les motivations personnelles, c'est très important. Il faut que les personnes s'intéressent. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Madame Fatiha Ben Salem, Monsieur Karim Rahad, donc vous êtes tous les deux représentants de l'association Tarba. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois parmi nous ce matin. Et puis, bonne passion à vous deux et puis à tous les adhérents de l'association Tarba. Alors, vous étiez vétérinaire auparavant, non? Je suis. Vous êtes vétérinaire auparavant. Plutôt, vous êtes vétérinaire de formation et de profession. Voilà. Et justement, les vétérinaires travaillent toujours en ce moment. Donc, les gens s'inquiètent, se posent beaucoup de questions par rapport à la transmission du virus par les animaux, etc. Et puis, s'inquiètent aussi pour leurs animaux. Et là, c'est un reportage que je vous propose de voir. C'est un reportage de Amel Bouakba qui s'est intéressé au travail du vétérinaire en ces temps de confinement, en ces temps justement de crise sanitaire. Alors, je vous propose de découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Ah, tiens, manchot. Super. Chat, chien, perroquet, tortue, des animaux de compagnie les plus classiques aux plus exotiques. Nous sommes dans un cabinet vétérinaire sur les hauteurs d'Alger. Du moindre petit bobo aux opérations chirurgicales, nos deux jeunes vétérinaires, Feriel et Youssef, sont aux petits soins des animaux. Coronavirus et confinement sanitaire obligent, ce cabinet a réaménagé ses horaires, mais la mobilisation reste entière. On est là, en fait, on assure généralement de 9h jusqu'à 15h30, voire 16h. Le rôle du vétérinaire ne se limite pas juste dans la consultation des animaux, mais aussi pour prévenir de certaines pathologies qui peuvent se transmettre aux êtres humains. Malheureusement, en cette période, on ne peut pas faire entrer les propriétaires. Vous avez eu de la chance de rentrer aujourd'hui parce que les propriétaires restent dehors. On reçoit les animaux, on fait les consultations. En ces temps de pandémie, la vaccination des animaux ne doit pas être négligée. La vaccination reste un acte qui est très très important et primordial aussi, parce que la vaccination permet de prévenir certaines pathologies qui se transmettent à l'homme, en l'occurrence la rage par exemple. Et à tous ceux qui se posent la question, est-ce que les animaux de compagnie peuvent attraper ou transmettre le coronavirus ? Donc, il y a eu 5 cas isolés dans le monde, dont des chiens et des chats, qui ont été porteurs, donc testés positifs au coronavirus. Ceci dit, est-ce qu'ils présentaient réellement les symptômes? Non. Est-ce qu'ils peuvent transmettre la maladie à un être humain? Non, non plus. C'est-à-dire que là, toutes les recherches qui ont été faites par les plus grands virologues dans le monde, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas encore une preuve qui dise que l'animal peut transmettre la maladie. Pourquoi ils étaient porteurs du coronavirus? Parce que les propriétaires étaient tellement malades, donc la charge virale est très importante, et du coup, on a retrouvé justement ce virus au niveau des babines, donc certainement un contact étroit entre le propriétaire et son animal de compagnie, par des bisous, par des câlins. Donc là, l'animal, effectivement, peut être porteur du virus. Que ça miaule ou que ça aboie ou que ça émite des voix, ces animaux de compagnie méritent toute notre attention. Voilà, donc de retour sur le plateau et donc comme je disais en début d'émission, beaucoup d'écoles ont fermé leurs portes, mais pourtant ils sont passés quand même, ils ont profité de ces nouvelles technologies pour ne pas priver leurs élèves, leurs étudiants, donc de poursuivre leur programme et surtout de le continuer, de le terminer, avoir leur diplôme et donc penser un petit peu à leur avenir. Et là, donc nous avons une représentante, une directrice de l'une des écoles donc qui forme dans le paramédical. Il s'agit de Madame Arzala Gaïd. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Madame Gaïd, vous êtes donc directrice d'une école paramédicale. Donc, vous exercez depuis 2016. Donc, on exerce depuis 2016. C'est une formation paramédicale, aide-soignant de santé publique et auxiliaire en puériculture. On a deux branches, deux volets. Et là, on est passé à l'enseignement à distance. Voilà, vous êtes passé à l'enseignement à distance. Donc, au confinement oblige.
Et pourtant, vous êtes quand même parmi ces gestionnaires ou ces gérants, on va dire, d'écoles qui ne voulaient pas faire une rupture avec vos étudiants. Donc vous vouliez quand même que vos étudiants soient toujours encadrés, qu'il n'y ait pas cette rupture avec leur programme. Et donc vous êtes passé à ces cours à distance. Le Covid-19 a mis beaucoup de secteurs à l'épreuve, et surtout le secteur de la formation. Et donc pour nous, c'était impossible de laisser les élèves pendant une longue période sans avoir leurs cours et sans révision. Et donc c'est là qu'on a fait des recherches, comment faire, vu que c'est une première expérience pour nous. Donc on a vu comment ça se passait ailleurs, comment les formations se passent ailleurs, et surtout que sur les réseaux sociaux, et même il y a par exemple MOOC sur Internet qui est en train de révolutionner la formation à distance. Et donc on a pris exemple. Comment ça se passe. On a essayé de trouver des logiciels avec quoi on peut créer des classes virtuelles. Et c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Donc on a créé des classes virtuelles où on a rassemblé les élèves. Donc ils étaient en direct avec le prof, où ils pouvaient faire son cours et faire ses arguments, avoir des questions. Et d'ailleurs, les élèves ont beaucoup aimé être en direct, c'est-à-dire être en classe virtuelle, parce que ça leur permettait d'être concentrés avec le prof. Et permettre aussi l'interactivité, de poser des questions, d'interrompre peut-être le prof quand ils n'ont pas compris quelque chose. Exactement, et de créer le climat de classe qui manque en cette période. Parce que là, ils ont été arrachés à leur scolarité, arrachés à leur formation, et donc ils se sont retrouvés dans une situation où chacun ils ne peuvent pas se déplacer. Et ça leur a permis d'être en classe avec leur prof et d'avoir l'interaction, l'interactivité avec le prof. Ça, c'était dans un premier temps. Après, il fallait, vu que c'est un cours en live, donc l'élève, il ne pouvait pas avoir le support net. Donc le prof, on a demandé aux profs, d'ailleurs que je remercie beaucoup, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. C'est une première fois pour eux aussi, ils ont coopéré. C'était un travail vraiment que je les remercie encore une fois. Et donc ils ont fait des enregistrements en solo. Et c'est ce qu'on a partagé sur les... Enfin, ils ont fait un double travail. Un travail interactif avec les élèves, et un autre travail, donc finalement comme support pédagogique. Exactement, pour que l'élève puisse se retrouver et avoir un repère, c'est-à-dire à chaque fois, parce que même le support numérique du cours, on l'a transmis à l'élève. Mais quand il allait apprendre, bon, sûrement il allait avoir des lacunes. Et là, il pouvait revenir à la vidéo et revoir les passages où il avait des lacunes, et donc lui permettre une bonne révision. Vu que c'est parmi les classes, on a une classe d'examen, donc on ne pouvait pas les laisser comme ça aller à leur examen sans une bonne préparation. Voilà, exactement. Mais il faut dire quand même, Madame Gaïl, que vous avez été un petit peu pris par le temps, hein, donc vous avez défié le temps, on va dire, parce que c'est une première expérience, on n'a jamais fait finalement de cours à distance, ni de cours virtuels. Les logiciels, on ne les connaît pas, on se familiarise, généralement on a besoin de temps, mais vous avez fait ça en un temps record. Exactement, alors le Covid-19 nous a ouvert des portes. Finalement, il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas du négatif. Bien, j'espère que ça va passer pour tout le monde. Et j'espère qu'il y aura un déconfinement bientôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de points négatifs que de positifs. C'est sûr que... C'est clair, mais ça nous a ouvert des portes dans la façon de faire plus tard. C'est-à-dire la formation, c'est-à-dire on a trouvé des logiciels, et ça nous a donné des idées. Ça m'a donné aussi des idées pour comment préparer des révisions, comment donner... Et ça a été le point fort de cette période. Et même pour les profs aussi. Donc ça leur a permis d'innover, de trouver de belles idées. On a même créé des questionnaires en ligne, c'est-à-dire des évaluations où l'élève pouvait évaluer ses connaissances et être noté en ligne. Et il avait sa note, un 15, un 14, un 10, un 6, donc s'il avait des lacunes. Donc c'était une belle expérience, unique dans son genre, mais elle était aussi belle. Alors, quelle a été la réaction des élèves justement ?
Alors, pour... C'est une nouvelle expérience, hein. Ils ont l'habitude du contact direct, du contact humain, et puis là, du jour au lendemain... Exactement. Alors, pour les élèves, je vais dire, il y a deux catégories. Par exemple, pour la classe d'examen, vu qu'ils avaient un examen, ils ont un examen à préparer. Donc, la motivation, elle est là. Elle est là, voilà. Et dans la formation à distance, c'est ce qui est important, c'est avoir la motivation d'aller prendre ce cours et apprendre via le net. Et la motivation, c'est la clé. Donc, et c'est eux qui ils demandaient le live, ils demandaient la classe virtuelle parce qu'ils voulaient interagir, parce qu'il y a un examen derrière. Par contre, pour les élèves de première année, ils ont encore du temps. Pour eux, ils ont encore du temps. Donc, c'était des problèmes, on n'a pas la connexion, il y a un faible débit. Et puis on est en confinement. On est en confinement, pourquoi travailler? Exactement. Mais vous savez, dans chaque élève, et surtout, je veux dire, dans toutes les branches, mais surtout dans les branches médicales et paramédicales, il y a cet amour de la profession et il y a cette sensibilité de la personne, vu qu'il se dirige vers le domaine médical ou paramédical, il y a une certaine sensibilité. Donc je vais dire que, en gros, ils étaient tous pour la formation à distance, donc ils ont tous... Surtout qu'aujourd'hui, Madame Gaïd, il faut le dire, avec l'expérience que nous avons vécue, cette douloureuse et dure expérience que nous sommes en train de vivre, on le savait déjà, mais on a compris et confirmé encore une fois que le corps médical est finalement l'assise de toute la société, avec l'éducation bien entendu. Donc j'imagine que les élèves qui vont après intégrer donc le corps médical, ils ont un petit peu peut-être cette fierté ou peut-être de dire ben voilà, finalement on peut être les héros d'une société. Exactement. Il doit y avoir un petit peu cette responsabilité qui est prise quand même de façon assez précoce. Cette période de Covid-19 a montré la valeur du corps médical et paramédical. Et donc, même les élèves, ils sont très fiers de faire cette formation, très fiers d'appartenir à ce corps. Très fiers de participer, d'être les héros de l'Algérie, de notre pays. Et c'est vrai, ils sont notre fierté. Et on voit cette soif et ils sont pressés d'aller agir. J'ai même eu des élèves qui sont pas encore diplômés, qui m'ont contacté, ils m'ont dit on est bénévole, on y va en stage, on veut y aller. Il y a quand même cette... Oui. On aide, surtout les élèves de deuxième année. On a ce qu'il faut pour être sur le terrain. Et ça fait plaisir, ça rassure vers l'avenir parce qu'on se dit l'avenir est serein. Si on a des jeunes comme ça, et c'est notre force, c'est la force de l'Algérie, c'est sa jeunesse, qui sont motivés pour aller aider, alors que ce n'est que des stagiaires. Donc, ça réchauffe le cœur. On est rassuré pour l'avenir. Voilà. Alors, Madame Gaïd, il faut dire qu'il y a d'autres écoles, vous n'êtes pas la seule, donc, sur le plan national. Donc, il y a d'autres écoles aussi qui proposent cette formation en aide-soignant paramédical d'une manière générale. Et pourtant, ce ne sont pas toutes les écoles qui ont pris un petit peu votre initiative. Et la raison pour laquelle donc, vous avez offert vos cours à tous les étudiants, à tous les élèves qui en ont besoin, pas seulement vos élèves à vous. Exactement. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Cependant, il y a beaucoup d'élèves aides-soignants sur le territoire national qui se sont retrouvés sans accompagnement, un accompagnement pédagogique. Voilà. Donc, j'ai mis à leur disposition nos cours et ça, c'est la deuxième étape de notre formation à distance, c'est-à-dire on a mis tous nos cours sur la page Facebook de l'école. Alors, vous nous rappelez peut-être la page Facebook de l'école? École paramédicale Rifaq Seha. Donc, on a partagé tous les cours, toutes les évaluations, et même on est en train de faire des révisions maintenant pour des cours qui ne sont pas du S2 ou S4, c'est-à-dire c'est le premier semestre et le troisième semestre qui a été déjà fait, mais c'est des révisions. Et on a aussi partagé sur la page des aides-soignants qui font un travail remarquable aussi pour le secteur. Et donc, c'est notre participation
durant cette période et j'espère que ça va donner de bons résultats. Alors on rappelle que ce sont des cours qui sont accessibles partout, c'est gratuit. Gratuit, oui. Donc ça a été votre contribution finalement à ne pas priver finalement les autres élèves d'avoir un cursus normal. C'est clair. Au moins, surtout les classes d'examen, parce qu'ils vont vers un examen. L'examen, il a été programmé pour le 27, maintenant il est 27 juin. Ah, voilà. Maintenant, il a été reporté, on ne sait pas quand. Donc, même s'il va être reporté pour septembre ou autre, ils auront un support pédagogique, ils pourront poser des questions et la page, elle est ouverte. D'ailleurs, on a posté sur la page que s'ils ont besoin d'un module en particulier ou d'une leçon en particulier, on peut la faire en vidéo et la partager sur la page et c'est pour tout le monde. Et donc tout le staff avec lequel vous travaillez est prêt finalement. Est prêt à le faire. D'ailleurs, je salue et je suis très fière d'avoir ce staff avec moi qui sont dévoués, ils sont présents, il y a beaucoup d'amour dans leur travail et c'est très très important. Et ça se reflète parce que tout se fait gratuitement, bénévolement. Exactement. Et puis tout le monde fait, parce qu'on aurait très bien dit, on aurait pu dire on est en confinement, on ne le fait pas et pourtant quand même il y a eu cette réponse, il y a eu cette solidarité et c'est ce qui caractérise généralement la société algérienne. La solidarité, c'est vraiment un caractère très spécifique de la société algérienne. Alors Madame Gaye, peut-être on va revenir un petit peu sur le programme que vous proposez aux élèves. Donc c'est un programme qui est fait en commun accord avec le ministère de la Santé. Exactement, c'est un programme national. Donc on est dans l'obligation de respecter. C'est ce qui permet finalement à tous les autres élèves d'accéder. Exactement, c'est le même programme pour tous. Toutes les écoles. Pour toutes les écoles. Donc c'est les mêmes leçons. Donc c'est ce qui permet de faire ce partage et pour que le reste des élèves puissent profiter du programme offert. Alors c'est une formation de combien? De 2 années. 2 années. 2 années avec un examen final. Et c'est un diplôme reconnu par l'État. Oui. Parce que vous êtes agréé justement par le ministère de la Santé. Donc vous êtes agréé par l'État. Exactement. Donc c'est un diplôme de quoi? Aide-soignant de santé publique et auxiliaire en puériculture. Voilà. Donc on a 2 filières. Alors Madame Gaye, il faut dire, est-ce qu'il y a quand même un engouement de la part de la population pour cette formation? Oui, il y a une demande qui est très importante pour la formation, pour cette spécialité. D'ailleurs, en tant qu'école privée, on aurait aimé avoir d'autres spécialités à offrir et des spécialités qui sont demandées. Par exemple, je vais dire ce qui me vient à la tête maintenant. Oui, bien sûr. Je prends dépourvu, donc c'est normal. Donc, aide-instrumentiste. On sait que les instrumentistes, il n'y en a pas beaucoup. Et l'école privée, actuellement, avec les lois actuelles, on ne peut former que des aides. Donc, on peut former des aides instrumentistes, des aides manipulateurs radio. Donc, combler les lacunes ou le manque qui existe le secteur de santé. C'est ce qu'on est en train de négocier peut-être pour l'avenir. Pour les prochaines années, Inch'Allah. Et j'espère qu'il y aura une réponse bientôt. J'imagine, Madame Gaït, que s'il y a une forte demande peut-être de la part de la population, automatiquement, probablement vos souhaits seront concrétisés de la sorte. S'il y a surtout une demande auprès du marché, une demande auprès du secteur de la santé surtout. Exactement. La demande, elle est là. Les filières chez le privé, elles ne sont pas nombreuses. On n'a pas beaucoup de filières à offrir au public. Et c'est ouvrir ces filières, c'est ce qui va permettre d'avoir dans nos hôpitaux un personnel qualifié. Et la qualification, elle passe avant tout par une bonne formation, une formation de qualité. Et j'espère que que le ministre de la Santé et le président de la République va faire un pas dans ce sens pour ouvrir les filières pour le privé. On sait que partout dans le monde, le privé a un rôle très important dans l'économie et c'est un moteur dans l'économie. On est là
Il y a un potentiel d'école qui existe sur le territoire national et ce potentiel, pour l'instant, il n'a que quelques filières alors qu'il peut faire plus. Donc j'espère qu'on nous laissera faire plus et qu'ils vont nous offrir les portes pour faire plus. Inch'Allah. Madame Gaïd Rzala, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Je voudrais avant tout, en dernier, remercier le staff, tout le staff, et mon mari, mes enfants, parce que j'ai été présente et absente en même temps durant cette période. Et puis vous en soutenez aussi. Hein. Exactement. Voilà. Et bon courage à tous ceux qui vont passer leur examen. Et bon courage à vous aussi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gaïd Rzala. Longue vie à votre école, à savoir donc l'école de formation en aide-soignant, paramédical, aide-soignant. Refaq Siha. Voilà, donc c'est l'école Refaq Siha. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous. Bonne continuation à vous. Puis beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission de ce matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir à partir de jeudi prochain. Cela dit, vous retrouverez Amal Almi à partir de mardi. Merci encore une fois. À très bientôt. Et puis, très bonne journée à vous tous. Au revoir.